Il y a des jours où Dieu choisit l'invisible pour exposer ceux qui vivent sur un piédestal. Et quand il agit, personne ne peut l'arrêter. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, méprisé ou jugé simplement à cause de la couleur de votre peau ou du poste que vous occupez, cette histoire vous touchera d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Ne quittez pas cette vidéo. Ce qui est arrivé à ce jeune homme en France est la preuve vivante que la justice divine peut sembler longue, mais quand elle arrive, elle remet tout à sa place. Un revirement auquel personne ne s'attendait, pas même lui. En fait, de nombreuses personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors, si vous croyez que des histoires comme celle-ci peuvent toucher des vies et ouvrir les yeux, inscrivez-vous maintenant. Parce qu'ici, nous partageons des expériences réelles qui nourrissent l'âme et éveillent la foi. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant pourrait transformer la façon dont vous voyez et la façon dont vous faites face aux injustices de la vie. Il s'appelle Kevin Mbaye. Né au Sénégal, il arrive à Lyon à 19 ans, avec une valise empruntée, 2 paires de vêtements et un courage qu'il ne savait même pas avoir. À 22 ans, il travaillait dans l'une des cuisines les plus sophistiquées de la ville, la Maison Léquieux. Un restaurant connu pour ses prix absurdes, ses vins rares et un chef que les journaux locaux appelaient le génie excentrique de la gastronomie française. Kevin faisait la vaisselle, c'est-à-dire officiellement, parce qu'en pratique, il faisait un peu de tout. Il nettoyait les carrelages, débouchait les éviers, portait des cartons, et les bons jours, il pouvait souffler un peu entre une pile de vaisselle et une autre. C'était un mardi froid de février. Le brouillard qui recouvrait les fenêtres de la cuisine semblait annoncer que quelque chose allait arriver. Mais personne ne l'a remarqué. À cette époque, le restaurant était encore vide, mais la tension couvait depuis le début. Le chef, Maurice Lemaître, connu pour sa froideur et pour ne jamais parler aux employés de base, est entré sans dire bonjour. Kevin le savait déjà, journée difficile. Et le pire, comme toujours, c'était d'être ignoré. Non pas avec un silence ordinaire, mais avec cette sorte d'indifférence qui crie. C'était comme s'il faisait partie de la plomberie. Je suis passé devant le chef et je n'ai même pas entendu un « excusez-moi », comme si ce n'était pas là. Et peut-être que dans l'esprit de beaucoup, il ne l'était pas vraiment. Le restaurant fonctionnait comme une horloge suisse désaccordée. Tout tournait à toute vitesse, mais toujours au bord de la crise de nerfs. Kevin avait déjà mémorisé le rythme des casseroles, le cri étouffé des ordres, les pas durs du chef de chaque poste. C'était presque comme écouter une chanson que personne d'autre ne comprenait. Et c'est précisément à ce rythme qu'il a commencé à remarquer des choses qui le rendaient agité. Une planche à découper utilisée sans nettoyage entre les coupes. Poisson cru conservé avec du poulet. L'un des cuisiniers tousse dans une salade et continue son chemin. Au début, il pensait que tout cela était dans sa tête. Mais au fil du temps, il est devenu clair. C'était la routine. Une insouciance généralisée, masquée par des draps chauds et beaucoup d'arrogance. Il a essayé de parler une fois. C'était à la fin de la journée de travail, alors que j'essuyais les couverts à un côté de Jean-Luc, le sous-chef. « Je pense que le réfrigérateur en bas ne maintient pas la bonne température, hein ?» dit-il prudemment, sans accuser. Jean-Luc laissa échapper un rire sec, comme quelqu'un qui entend une mauvaise blague. « Oh, le lave-vaisselle est maintenant devenu inspecteur sanitaire ?» La phrase était accompagnée d'un regard mêlant sarcasme et mépris. Kevin déglutit difficilement. Il n'a pas répondu. Mais là, à ce moment-là, quelque chose en lui a changé. Ce n'était pas de la colère. C'était une sorte de silence qui brûle, un silence qui commence à faire des plans. Ce soir-là, Kevin a quitté le restaurant avec les mains brûlantes à cause du détergent bon marché et de l'eau chaude. Le froid lui coupait le visage, mais il marchait lentement dans les rues du vieux Lyon, comme s'il avait besoin de laisser son corps ralentir par la pression de la journée. Arrivé dans la petite chambre qu'il louait à l'arrière d'une vieille maison, il sortit son téléphone portable de sa poche, se lava soigneusement les mains et s'assit sur le bord du lit étroit.
Il a parcouru les messages archivés pendant quelques minutes, mais ce qu'il recherchait vraiment, c'était du courage. Il a ouvert le navigateur et a tapé « Plainte anonyme concernant l'hygiène au restaurant France ». Le site internet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes figure parmi les premiers. Kevin ne savait pas écrire parfaitement le français, mais il en savait suffisamment pour être clair. Et il savait exactement ce qu'il avait vu. Dans le champ de description de la plainte, il commençait « Je travaille dans un restaurant à Lyon. J'ai observé plusieurs pratiques qui mettent en danger la santé des clients. » Et il enchaînait le reportage, avec les dates, les heures et les détails. Il a tout décrit, depuis le stockage de la viande à température ambiante jusqu'à l'utilisation du même chiffon pour nettoyer le plan de travail où les plats étaient assemblés. Chaque phrase était un mélange de soulagement et de peur. Un soulagement de pouvoir enfin dire ça sur ma poitrine. Peur d'être découvert, même si j'avais laissé le champ du nom vide. À la fin, elle a discrètement joint quelques photos qu'elle avait prises ces derniers jours avec son téléphone portable caché dans la poche de son tablier. Des photos que personne n'aurait imaginé qu'il oserait prendre. Les jours suivants, le restaurant a continué son rythme chaotique, mais il y avait quelque chose dans l'air. Quelque chose que seuls ceux qui ont vécu dans la tension de l'anonymat peuvent comprendre. Kevin faisait la vaisselle comme d'habitude, mais maintenant, ses yeux semblaient tout voir 2 fois plus clairement. Chaque négligence de l'équipe, chaque blague dégoûtante avec les ingrédients, chaque champignon caché dans les coins du réfrigérateur prenait un poids différent. Il n'était plus seulement un spectateur invisible, il était porteur d'un secret, et cela rendait tout plus fragile, comme si à tout moment, tout allait s'écrouler. Mais à l'extérieur, il a maintenu sa posture. Silence absolu. Même son colocataire ne savait rien. C'est un vendredi pluvieux que le revirement s'est produit. Il était un peu plus de 15 heures, l'heure à laquelle l'équipe commençait à préparer le dîner. L'ambiance était plus bruyante que d'habitude. Une livraison de fruits de mer était arrivée en retard et le chef Maurice était encore plus impatient que d'habitude. Jusqu'à ce que 3 personnes entrent par la porte latérale de la cuisine, portant des blouses blanches et des badges accrochés autour du cou. L'un d'eux parlait au téléphone. L'autre observait les environs comme s'il sentait quelque chose de pourri. Le troisième portait un presse-papier. Kevin l'a reconnu de loin. L'inspection sanitaire. Le temps semblait s'arrêter. Personne ne savait ce qui se passait, encore. Le chef Maurice a essayé de garder son calme, mais sa voix est devenue plus forte que nécessaire lorsqu'il a demandé « Que se passe-t-il ici ?» L'un des inspecteurs, au visage maigre et au regard clinique, répondit simplement avec un léger accent parisien « Plainte anonyme, contrôle de routine ». Le sous-chef Jean-Luc a laissé tomber un couteau d'office sur le sol et a trébuché en essayant de le ramasser. Toute la brigade de cuisine semblait avoir reçu un coup invisible. Ce qui était du bruit s'est transformé en chuchotement. Les inspecteurs ont commencé à examiner chaque centimètre carré de la cuisine, prenant des notes, demandant l'accès au stock, ouvrant les congélateurs, prenant des photos. Et tout cela avec la froideur de quelqu'un qui l'avait déjà fait des centaines de fois. Kevin, dans le coin de l'évier, faisait semblant de rincer la vaisselle déjà propre, essayant de paraître plus distrait qu'il ne l'était en réalité. Mais à l'intérieur, c'était un champ de bataille entre l'adrénaline et la vengeance contenue. L'inspection a duré près de 2 heures. Et à chaque minute qui passait, la tension ne faisait que grandir. Lorsqu'un des inspecteurs a prélevé un échantillon de sauce dans un contenant ouvert depuis plus de 2 jours et a fait une grimace discrète, les regards se sont croisés dans toute la cuisine. C'était comme si tout le monde savait que cela n'allait pas bien se terminer. Finalement, sans tambour ni trompette, les agents ont réuni la direction, remis un rapport préliminaire et quitté les lieux avec un avertissement sans appel. Le restaurant devait cesser ses activités immédiatement jusqu'à nouvelle autorisation officielle. C'était comme un coup de poing dans le ventre collectif. Le chef était furieux, il marchait en rond, incapable de former des phrases complètes. Personne ne savait quoi dire. Seul Kevin savait ce que cela signifiait.
La vérité avait finalement frappé à la porte et était entrée sans demander la permission. Cette même nuit, la façade de la maison Léquieux, toujours éclairée, ses lettres dorées, et où scintillant sur le pavé humide, était sombre. Un avis imprimé sur du papier ordinaire, collé avec du ruban adhésif de travers, indiquait simplement « Fermé pour raisons techniques. Nous rouvrirons bientôt ». Mais Lyon n'est pas une ville où les secrets durent longtemps. Le lendemain, le journal local Le Progrès titrait dans sa rubrique Ville « Un restaurant lyonnais primé a fermé ses portes en raison de soupçons d'irrégularité sanitaire ». L'article ne citait pas de nom, mais il décrivait des pratiques qui semblaient familières à quiconque avait déjà été dans cette cuisine. Kevin lisait la nouvelle assis sur le même banc de la ligne C du métro en se rendant au marché avec un petit sourire qui n'était pas de triomphe, mais de soulagement. Pour la première fois depuis son arrivée en France, il avait le sentiment d'avoir fait quelque chose d'important. Dans les jours suivants, l'avalanche a commencé. Des clients annulant leurs réservations, des chefs invités refusant des événements, des fournisseurs demandant des explications. Le nom du chef Maurice a été indirectement mentionné dans 2 émissions de radio et l'association gastronomique régionale a lancé un audit interne. À l'intérieur du restaurant, le silence était différent maintenant. La cuisine, temporairement fermée, ne recevait que les salariés convoqués à des réunions avec la direction. Dans l'une d'elles, dans une pièce exiguë à l'étage, Kevin a été appelé. Il pensait qu'il serait renvoyé, qu'il avait enfin tout compris. Mais ce qui s'est passé là-bas, il ne l'oublierait jamais. La gérante du restaurant, une femme discrète nommée Madame Fournier, le regarda droit dans les yeux et dit d'une voix basse mais ferme « Nous savons que c'est vous. Nous ne vous punirons pas. Bien au contraire. Merci. » Kevin ne pouvait qu'acquiescer. Il n'y avait plus rien à dire. Les mots, à ce moment-là, seraient trop petits. Le lundi suivant, l'équipe s'est réunie à nouveau pour une formation obligatoire sur la sécurité alimentaire. La présence du chef Maurice était attendue, mais il ne s'est pas présenté. Ils ont déclaré qu'il avait été temporairement suspendu en attendant la conclusion de l'enquête. Sans lui, l'environnement semblait différent. Jean-Luc, le sous-chef, qui jusque-là traitait Kevin comme un bruit de fond, le salua maintenant d'un léger hochement de tête. Rien d'exagéré, mais remarquable. L'un des plus jeunes cuisiniers, Malik, a offert du café pour la première fois. De petits, gestes presque invisibles, mais qui pour Kevin avaient le poids d'excuses muettes. Et cela, petit à petit, a dissous la douleur silencieuse qu'il portait depuis des mois. Il est intéressant de noter que personne n'a parlé ouvertement de la plainte. C'était comme si tout le monde savait, mais faisait semblant de ne pas savoir. Et Kevin aimait ça comme ça. Il ne voulait ni la célébrité, ni la reconnaissance publique. Je voulais juste être traité comme un être humain. La cuisine a recommencé à fonctionner sous la direction temporaire d'un chef invité venu de Paris, qui dès le premier jour l'a appelé par son nom. Quelque chose de si basique, mais qu'il n'avait presque jamais vécu là-bas. Maintenant, quand il entrait dans la pièce, les conversations ne s'arrêtaient plus comme avant. Les gens se regardaient dans les yeux, ils lui ont demandé comment il allait. C'était un nouveau type de présence. Et le plus impressionnant a été de se rendre compte que, même sans poste, sans diplôme une cuisine et sans avoir préparé un seul plat, il était devenu une figure de référence dans ce lieu. Au fil des semaines, la maison Léquieux regagne une partie de sa clientèle, mais elle ne sera plus jamais la même. La cuisine a été rénovée. Des procédures qui étaient auparavant ignorées sont désormais suivies à la lettre. Le restaurant a perdu une étoile dans le guide local, mais a gagné quelque chose d'autre qui ne peut être mesuré en récompense: la responsabilité. Et en silence, tout était la faute de Kevin. Il ne recherchait pas la gloire. Il a continué à faire la vaisselle, à sécher les verres, à ranger l'argenterie, mais maintenant, il le faisait avec une énergie différente. Je savais que chacun de ses gestes avait de la valeur. Il savait que, sans dire un mot, il avait fait plus pour la santé des clients et la dignité de ce lieu que n'importe quel beau discours du chef.
Un soir, lors d'une réunion interne, une des cuisinières en chef, Brigitte, connue pour être réservée et un peu grincheuse, l'aborde dans la cour arrière, où les employés fument ou prennent l'air. Elle a dit sans détour « Tu as sauvé cette cuisine, tu sais ?» et lui tapota légèrement l'épaule. Kevin n'a pas répondu immédiatement. Il sentit ses yeux brûler, non pas de tristesse, mais de cette émotion qui n'arrive que lorsque quelqu'un voit enfin qui vous êtes. Ils restèrent là quelques minutes, en silence, partageant le froid et un respect désormais réciproque. Pour la première fois, ils se sentaient partie de quelque chose de plus grand, non pas comme un intrus, mais comme un élément essentiel du fonctionnement de tout. Petit à petit, Kevin a commencé à se regarder différemment dans le miroir. Avant, j'évitais de me regarder trop longtemps. Je pensais que ses yeux ne reflétaient que la fatigue, l'invisibilité et une sorte de défaite silencieuse. Mais maintenant, il y avait quelque chose là, une étincelle qui ne venait pas de l'orgueil, mais de la conscience d'avoir fait ce qu'il fallait. Même sans garantie de reconnaissance, il savait qu'il aurait pu perdre son emploi, être expulsé ou même subir des représailles. Mais il a choisi la bonne, et cela a commencé à guérir de vieilles blessures. Des blessures dues au fait qu'on a essayé de le convaincre depuis son enfance qu'il devait simplement obéir, baisser la tête et être reconnaissant pour les petites choses. Mais là, dans cette cuisine, il avait appris que la dignité n'est pas quelque chose que l'on demande, c'est quelque chose que l'on assume. Un soir, à l'approche de la fermeture, le nouveau chef l'appela discrètement à l'écart. « Tu as la main sûre, le souci du détail et une éthique supérieure à celle de la plupart des diplômés universitaires que je connais. As-tu déjà pensé à suivre une formation technique en cuisine ?» Kevin resta silencieux un instant. Non pas parce qu'il ne savait pas quoi répondre, mais parce que personne ne lui avait jamais posé ce genre de questions auparavant. Elle a poursuivi. « Si vous le souhaitez, je vous recommande de vous inscrire dans une école qui va au-delà du diplôme. Il forme des personnes qui comprennent l'âme de la cuisine. » Ce n'était pas seulement une opportunité professionnelle. C'était une invitation à cesser d'être invisible, non seulement aux yeux des autres, mais aussi à soi-même. C'était comme si l'univers disait « Vous n'êtes pas ici par hasard ». Ce soir-là, en rentrant chez lui, Kevin n'est pas allé directement se laver les mains ni enlever son tablier. Il s'est assis dans son lit, a pris son téléphone portable et a commencé à faire des recherches sur les écoles de cuisine à Lyon. Il a lu des témoignages, regardé des vidéos d'anciens élèves et, pour la première fois, il s'est autorisé à rêver sans se sentir ridicule. Il passait des heures immergé dans cet univers qu'il observait toujours de loin, comme quelqu'un qui regarde les vitrines d'un magasin cher. Mais maintenant, quelque chose en lui disait « Tu as le droit d'entrer ». Il savait qu'il n'avait pas l'argent pour payer un cours complet, mais il savait aussi que son courage l'avait déjà mené plus loin qu'il ne l'imaginait. Et s'il avait réussi à déplacer la structure de l'un des restaurants les plus traditionnels de la ville, il était peut-être temps de croire qu'il pouvait construire quelque chose de nouveau, à partir de zéro. Le lendemain, à la fin de la journée de travail, il a remercié le chef pour la conversation et a dit qu'il y réfléchirait attentivement. Elle répondit en souriant « Ne réfléchis pas trop, sinon la peur reviendra ». Cette phrase lui est restée dans la tête pendant des jours. Et elle avait raison. Parce que Kevin connaissait bien la peur. Il l'avait vécue dans le silence des coins, dans l'invisibilité des cuisines et dans le regard tordu de ceux qui ne l'avaient jamais vu comme un égal. Mais maintenant, il y avait un autre type de peur. La peur de ne pas essayer. Et ça, oui, c'était insupportable. Dimanche, les mains encore couvertes de savon, Kevin a imprimé un formulaire de demande. Dans le coin supérieur de la page, en petits caractères, on pouvait lire « Institut technique de la gastronomie, Lyon ». La semaine suivante, il a soumis le formulaire rempli, accompagné d'une lettre de recommandation manuscrite du chef. C'était court, concis et commençait ainsi « Kevin est plus qu'un plongeur. C'est le gardien silencieux d'une éthique qui fait défaut dans de nombreuses cuisines. » Il le lut avec une boule dans la gorge
rangea soigneusement le papier plié et, pour la première fois, sentit que quelqu'un avait vu au-delà de son uniforme sale et de ses mains crevassées. Cet après-midi-là, il traversa la ville d'un pas plus léger, souriant presque au vent glacial qui lui semblait jusque-là si hostile. Quelque chose en lui avait changé, non pas à cause d'une promesse d'avenir, mais parce qu'il savait que ce qu'il avait déjà fait ne pouvait pas être effacé. Un matin, alors qu'il faisait la vaisselle après une petite réunion matinale, l'un des serveurs, jusque-là indifférent, s'est approché avec un sourire gêné. « Avez-vous vu le journal d'aujourd'hui » il a demandé. Kevin secoua la tête. Le garçon tendit la copie pliée. Dans la section Société, un reportage parle des travailleurs invisibles qui ont silencieusement changé les coulisses des grandes entreprises. Parmi les cas cités, sans nom, il y avait un passage qui décrivait parfaitement ce qu'il avait fait. Un employé anonyme a évité une intoxication alimentaire dans un restaurant réputé après avoir signalé des pratiques non hygiéniques. Son identité reste confidentielle, mais ses actions ont conduit à une restructuration éthique de l'équipe. Kevin n'a rien dit. Il a juste regardé le texte pendant de longues secondes. C'était lui, là. Et en même temps, ce sont tous ceux qui ont été ignorés et qui ont quand même choisi d'agir avec courage. Cette nuit-là, Kevin n'a pas pu dormir tôt. Il était allongé là, fixant le plafond de sa simple chambre, écoutant les bruits étouffés de la rue, les pas d'un voisin décédé et pensant à la façon dont la vie change parfois lentement, jusqu'à ce que, soudainement, elle change. Il pensait à sa mère, toujours à Dakar, qui disait toujours « La vérité est une graine. Parfois, cela prend du temps, mais quand elle fleurit, même le sol qui l'entoure change. » À ce moment-là, il comprit ce qu'elle voulait dire. Parce que ce n'était pas seulement lui qui changeait. Ce restaurant était en train de changer. Les gens autour de lui changeaient. Et lui, qui pendant si longtemps pensait qu'il ne faisait que survivre, réalisait maintenant qu'il semait des graines, même sans le savoir. Quelques jours plus tard, le chef l'a rappelé à la fin de son service. « Votre candidature a été acceptée. Vous commencerez en mars. » C'était comme entendre que quelqu'un avait ouvert une porte sur laquelle il ne savait même pas qu'il avait le droit de frapper. Elle a précisé que les frais mensuels seraient en partie couverts par une subvention destinée aux immigrants en situation de vulnérabilité et que le reste pourrait être payé en plusieurs versements, avec l'aide du restaurant lui-même, comme incitation interne. Kevin a à peine réussi à réagir. Il a fallu un certain temps avant que la vérité ne tombe. « Tu mérites ça », dit-elle fermement. « Et honnêtement, cette cuisine aura besoin de gens comme vous à l'avenir. » Il a quitté ce quart de travail fatigué comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans sa poitrine, une sorte de joie silencieuse qui n'a pas besoin d'être affichée, elle existe simplement. Le premier jour d'école, Kevin est arrivé avant tout le monde. Le bâtiment était vieux à l'extérieur, mais à l'intérieur, il dégageait une énergie vive, comme si chaque plan de travail, chaque pot et chaque couteau racontaient des histoires de transformation. Il entra dans la pièce à pas prudents, comme quelqu'un entrant dans une église. Il n'y avait pas de sourire facile ni d'applaudissements de bienvenue, juste des regards curieux et un silence respectueux. Il s'assit à l'arrière, sortit un nouveau cahier de son sac à dos et regarda ses camarades de classe. Des jeunes Français, certains plus âgés, d'autres immigrés comme lui. Personne ne le connaissait là-bas. Et c'était bien, car là, il n'était pas le plongeur qui osait dénoncer un restaurant étoilé. Là-bas, il n'était qu'un apprenti, un homme en reconstruction. Les premiers cours étaient difficiles. Technique, précision, discipline. Mais pour Kevin, rien n'était plus dur que de croire chaque jour qu'il méritait vraiment d'être là. Il faisait encore la vaisselle à la maison Léquieux le soir pour payer les factures et étudier le jour. Les mains, auparavant calleuses uniquement par l'effort mécanique, commencent désormais à acquérir un nouveau type de mémoire, celle du toucher créatif, de l'intuition culinaire, du souci du détail. Le même évier sur lequel il se penchait autrefois en silence était désormais son allié.
L'eau emportait non seulement la graisse, mais tout ce qu'il pensait autrefois le limiter. Et petit à petit, sans se presser, il s'est mis à cuisiner. D'abord avec la peur, puis avec amour. Aujourd'hui, 2 ans après ce jour où 3 inspecteurs sont entrés par la porte arrière, Kevin préfère toujours l'anonymat. Elle a refusé les interviews, n'a jamais accepté de poser pour une photo et évite de parler de 7 épisodes avec quiconque. Arrive au restaurant maintenant. Mais il y a un détail que personne n'oublie. Son nom est discrètement gravé sur le mur intérieur de la cuisine, entre les carreaux, dans une petite mosaïque qui dit « Kevin, celui qui a vu et agi ». Kevin, celui qui a vu et a agi. C'était une initiative de l'équipe elle-même, réalisée sans annonce, dans le silence du petit matin. Et ceux qui y travaillent le savent. Ce n'est pas seulement un hommage, c'est un rappel, à propos d'éthique, de courage et du genre de force qui ne nécessite pas de crier pour changer l'environnement tout entier. Kevin fait encore parfois la vaisselle, par choix. Il dit que cela le garde humble. Mais maintenant, il dirige également une petite équipe de stagiaires dans l'école où il a étudié, enseignant patiemment et sans arrogance tout ce qu'il a appris, à l'intérieur et à l'extérieur de la cuisine. Parmi les cuisiniers, son nom est prononcé avec respect, non pas par peur, mais par révérence. Parce que là, dans la chaleur et le chaos de la cuisine, tout le monde sait qui il est. Et même si le monde extérieur ne connaîtra jamais toute son histoire, entre ses murs carrelés de blanc et ses marmites mijotantes, Kevin Mebay est devenu le genre d'homme qu'aucune étoile Michelin ne peut égaler. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.